Mes parents ont fait mes valises et m'ont dit de quitter la maison le jour de mon anniversaire. Des années plus tard, ils se sont présentés en prétendant m'avoir mise à la porte pour me pousser vers l'indépendance, et que ma maison était leur réussite. Le jour où ma vie a vraiment commencé, c'est le jour où mes parents m'ont jeté comme un déchet, le jour de mon propre anniversaire. Je venais de terminer un service difficile et j'espérais un repas à emporter bon marché et une célébration courte et tranquille. Au lieu de cela, en arrivant dans l'allée, j'ai remarqué mes vêtements, mon ordinateur portable et des cartons entassés sur le porche, comme s'ils se débarrassaient de vieilles ordures. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a informé que je ne vivrais plus ici. Le jour de mon anniversaire. Mon père se tenait derrière elle, sans protester. Je me souviens que mes mains tremblaient quand j'ai compris qu'ils étaient sérieux. Il n'y avait pas de fête surprise à l'intérieur, pas de gâteau ni de bougies, juste mes affaires sur le seuil et un message glacial. J'étais parti, et ils continuaient sans moi. Chaque mot que je voulais crier est resté coincé dans ma gorge. À ce moment-là, mes parents m'ont mise à la porte le jour de mon anniversaire, et je n'ai rien dit. J'ai simplement ramassé mes cartons, les ai entassés dans ma voiture déglinguée, et je suis parti. Il n'y a pas eu de grande confrontation, ni de séparation dramatique, seulement le silence et le bruit de tout ce que je connaissais qui se brisait dans mon rétroviseur. Je croyais que c'était la pire chose qu'ils pouvaient me faire. Mais plus d'une décennie plus tard, après m'être battu pour remonter la pente et avoir acheté ma propre maison, ils sont arrivés à ma porte, ont fait le tour de mon salon comme s'il leur appartenait, et m'ont dit calmement, c'est un bien familial. Si vous voulez découvrir comment la fille qu'ils ont chassée le jour de son anniversaire a fini par acheter la maison qu'ils ont tenté de lui voler, restez avec moi jusqu'à la fin. C'est arrivé le jour de mon 27e anniversaire, le jour où vous êtes censé sentir que tout le monde est heureux que vous existiez. J'ai terminé mon service à l'épicerie, les pieds endoloris et sentant le café renversé, mais j'avais encore de l'espoir. Pendant ma pause, je m'étais acheté un petit gâteau bon marché au rayon boulangerie, me disant que si personne d'autre ne me félicitait, je le ferais moi-même. En rentrant, je croyais qu'une modeste surprise m'attendait. Peut-être des boîtes de pizza sur le comptoir. Peut-être un gâteau du supermarché avec mon nom légèrement mal orthographié. En tournant dans notre rue, j'ai vu. Pas de ballon, pas de voiture, pas de décoration. Juste ma vie, empilée sur la pelouse. Mes valises, des cartons de vêtements, un seau en plastique avec mes vieux manuels, et un écran d'ordinateur d'occasion recouvert d'une couverture. J'ai brièvement envisagé une fuite d'eau ou une urgence. Je me suis garé de travers, j'ai laissé le gâteau sur le siège et je me suis dirigé vers la maison. Ma mère se tenait sur le porche, les bras croisés. Mon père flottait derrière elle, fixant le sol. Ma plus jeune sœur, Ava Morgan, était assise sur les marches, consultant son téléphone. Mes parents ne m'ont pas souhaité un joyeux anniversaire. Elle a dit, tu as 27 ans, Claire Morgan. Ça a assez duré. On a besoin de la chambre. Tu dois partir. Je l'ai regardé. Vous faites ça aujourd'hui, le jour de mon anniversaire? Elle a levé les yeux au ciel. Ne rends pas ça trop dramatique. On t'a élevé. On a fait notre part. Tu as un travail. Tu te débrouilleras. Mon père a finalement levé les yeux assez longtemps pour dire, c'est pour ton bien. Tu grandiras si on te pousse. Ava a souri d'un air narquois et a dit, tous mes amis ont déménagé il y a longtemps. Tu devrais remercier maman. J'ai voulu crier que c'était moi qui payais la majorité des factures d'électricité, et que le Wi-Fi qu'elle utilisait pour ses cours restait allumé grâce à moi. Mais je savais comment ça finirait. Ma mère en larmes, me traitant d'ingrate, mon père se rétractant, et Ava filmant la scène. Au final, je serai toujours dehors, mais avec des bleus en plus à la gorge à force de crier, alors je ne leur ai pas donné ce spectacle. J'ai demandé doucement, où suis-je censé aller? Ma mère a haussé les épaules. Tu es une adulte. Reste chez un ami. Trouve quelque chose de pas cher. Ne t'attends simplement pas à revenir. Nous devons transformer ton espace en quelque chose d'utile. Utile, comme si je n'avais jamais existé. Mes parents m'ont mise à la porte le jour de mon anniversaire, et je n'ai rien dit. J'ai pris un carton, l'ai porté jusqu'à ma voiture déglinguée, et j'ai continué jusqu'à ce que tout soit chargé. Pas de supplication, pas de négociation, juste le bruit du carton qui racle sur le béton. J'ai jeté un dernier regard à la porte d'entrée et j'ai su que ce n'était plus ma maison, si ça l'avait jamais été.
J'ai conduit jusqu'à ce que les maisons disparaissent et que les panneaux d'autoroute prennent le relais. Puis je me suis arrêté dans un motel miteux de campagne dont la moitié de l'enseigne était grillée. La chambre sentait le vieux tabac et l'eau de Javel, mais j'avais la clé dans ma main, et personne ne pouvait m'ordonner de partir. Je me suis assise sur le bord du lit inconfortable, j'ai mangé un petit gâteau froid, seul, et j'ai vérifié mon compte en banque. Le chiffre était modeste et effrayant. Un instant, j'ai envisagé d'appeler ma mère pour demander quelques jours de grâce. Puis je me suis souvenu de l'assurance qu'elle affichait avec mes affaires sur la pelouse. Il n'avait pas hésité, alors je n'hésiterai pas non plus. Allongé sur cette couverture rêche, regardant le plafond décoloré, je me suis promis de ne jamais demander à retourner dans un endroit qui m'avait traité comme un déchet, le jour où j'ai compris que je méritais mieux. S'ils me voulaient vraiment parti, je trouverais un moyen de leur faire regretter de m'avoir poussé dehors un jour. Je me suis réveillé le lendemain de cette nuit d'hôtel avec le cou endolori, un mal de tête lancinant, et aucun filet de sécurité. J'ai vérifié mon téléphone, espérant à moitié un appel manqué de mes parents, des excuses, ou au moins, dans quel hôtel es-tu? Peut-être avons-nous réagi de manière excessive. Il n'y avait rien, si ce n'est une notification de calendrier qui disait « Joyeux anniversaire, Claire Morgan ». Comme une mauvaise blague d'une application qui n'en savait rien. Alors, j'ai fait la seule chose sensée. Je me suis levé, me suis lavé à l'eau froide, j'ai enfilé mon uniforme, et j'ai conduit jusqu'au travail, comme si mon monde entier ne venait pas de s'effondrer. J'ai fait mon service à l'épicerie ce jour-là en prétendant que tout était normal, souriant aux clients, scannant les articles, et faisant la conversation sur les promotions et les recettes, tout en ayant une voix dans ma tête qui criait « Tu n'as nulle part où dormir ce soir ». Pendant ma pause, j'ai cherché des chambres à louer sur mon téléphone, en triant par prix croissant, et j'ai espéré trouver quelque chose qui ne ressemblerait pas à un décor de film d'horreur. Seattle était à environ 90 minutes, et les loyers me retournaient l'estomac. Mais rester au motel n'était pas une option. À la fin de la journée, j'avais prévu de visiter un petit studio en ville, du genre avec de la peinture écaillée et une vue sur un mur de briques. C'était exigu et cher, mais le propriétaire ne posait pas trop de questions tant que je payais la caution. J'ai signé les documents avec l'assurance vacillante de quelqu'un qui ne sait pas comment il va payer le mois suivant. Les premières semaines ont été terribles. J'ai gardé mon travail à l'épicerie, mais le trajet était long et le salaire couvrait à peine mon loyer. Alors, j'ai pris un deuxième emploi, en faisant des services de nuit dans un fast-food à quelques pâtés de maison de mon studio. Mes journées sont devenues un cycle, me lever avant l'aube, aller au travail, scanner et emballer des articles pendant 9 heures, manger un encas rapide dans ma voiture, puis pointer au fast-food, pour sentir la friture et la graisse jusqu'à 1 heure du matin. Rentrer chancelante à la maison, une douche, s'effondrer, et recommencer. Il n'y avait pas de temps pour penser à mes parents, ce qui était en quelque sorte le but. Un soir à l'épicerie, une femme est passée à ma caisse, que je connaissais de vue, Rachel Bennett. C'était une habituée depuis des mois, portant généralement une sacoche d'ordinateur et un casque Bluetooth, parlant de délai et d'investisseurs au téléphone. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, mais ça semblait important. Ce soir-là, elle était distraite, parcourant ses emails pendant que je passais ses articles. Quand son sac réutilisable s'est déchiré, je l'ai instinctivement aidé à tout remballer. J'ai tout réorganisé, doublé les sacs pour les articles lourds, et j'ai fait une blague idiote sur le ruban adhésif qui tenait la vie d'adulte ensemble. Elle a sincèrement ri et a regardé mon badge. « Vous êtes la fille qui répare toujours les caisses automatiques, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules, un peu honteuse. Quand les machines se bloquaient, j'appuyais simplement sur quelques boutons pour les réinitialiser, mais elle le faisait sonner comme si je pratiquais une opération chirurgicale. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais là. Et avant que je puisse me retenir, toute l'histoire est sortie en version abrégée. Mes parents m'ont mise à la porte. Je me débrouille. 2 boulots, un petit appartement, et aucun plan au-delà de la survie. Au lieu de faire la grimace de pitié habituelle, elle m'a simplement regardé un instant et a remarqué, vous savez, ma start-up cherche toujours des gens qui savent résoudre les problèmes et qui sont fiables. Avez-vous déjà pensé à la technologie? J'ai ri parce que ça semblait si absurde. Je n'avais même pas de diplôme universitaire, et la technologie non plus. Elle m'a parlé des formations intensives en codage, du nombre de personnes qui changent de carrière sans diplôme, et du fait qu'Internet regorgeait de ressources gratuites. Puis elle a fait quelque chose de surprenant. Elle a noté son adresse email au dos de mon reçu et a dit, si vous êtes sérieuse à l'idée de transformer votre vie,
écrivez-moi un message. Je ne peux rien vous garantir, mais je peux vous orienter dans la bonne direction. Cette nuit-là, après mon service au fast-food, je me suis assise à la petite table de mon studio, mon ordinateur portable ouvert, cherchant tout ce qu'elle avait mentionné. Cours gratuits, conférences pour débutants, et formation intensive en codage à Seattle. Les mots à l'écran auraient pu être dans une autre langue, mais une idée m'a marqué. J'avais déjà tout perdu une fois. Quel était le pire scénario si j'essayais et échouais à nouveau? Au cours des mois suivants, j'ai aménagé des créneaux horaires qui n'existaient pas auparavant. Je regardais des leçons de JavaScript pendant mes pauses déjeuner. J'imprimais des aides-mémoires et les affichais au-dessus de mon bureau d'occasion. Je rejoignais des groupes en ligne gratuits où les gens posaient et répondaient à des questions que je ne comprenais pas. Mais très lentement, les choses ont commencé à s'éclaircir. Tard un soir, après avoir terminé un exercice pratique, j'ai eu le courage de contacter Rachel. Je lui ai assuré que j'étais sérieuse. J'ai fourni des captures d'écran de mes petits sites web maladroits, que j'avais créés en copiant des tutoriels ligne par ligne, puis en les modifiant. Elle a répondu non pas avec une offre d'emploi, mais avec quelque chose de plus grand. Un lien vers une formation intensive en codage à temps partiel qu'elle recommandait, accompagné d'un commentaire qui disait « Si vous y entrez et que vous vous y engagez, je parlerai à mon équipe d'un stage ». J'ai postulé, pensant que c'était un pari risqué. J'ai réussi à être admise, d'une manière ou d'une autre. Mon emploi du temps est devenu ridicule, l'épicerie le matin, le fast-food moins souvent car je devais étudier, et les cours de la formation le soir et le week-end. Je survivais avec des ramen, du café noir, et le repas gratuit occasionnel lorsque le fast-food faisait des erreurs. Mes amis ont arrêté de m'inviter à sortir, car la réponse était invariablement « je dois travailler » ou « étudier ». Il y a eu plusieurs soirées où je me suis senti stupide et en retard, fixant des messages d'erreur jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner, surtout quand mon corps semblait lâcher avant mon intellect. Mais chaque fois que j'envisageais d'arrêter, je revoyais ce tas de mes affaires sur la pelouse de mes parents. J'entendais ma mère dire « Tu nous remercieras un jour ». J'ai conclu que si je devais un jour les remercier, ce serait pour avoir sous-estimé mes capacités. Environ 18 mois plus tard, j'ai terminé la formation. Je n'étais pas une excellente codeuse, mais je pouvais faire fonctionner les choses. Rachel a organisé un entretien avec son entreprise, et pour la première fois de ma vie, je me suis assise dans une salle de conférence, portant de vrais vêtements plutôt qu'un polo avec un badge. J'ai parlé de la résolution de problèmes et de l'irritation des clients à l'épicerie, du travail d'équipe tard dans la nuit au fast-food, et de la ténacité nécessaire pour jongler avec tout ça tout en apprenant quelque chose de complètement nouveau. Ils m'ont engagé comme développeuse front-end junior. Le salaire était plus élevé que mes 2 emplois précédents combinés, et il y avait une voie claire pour l'avancement. Lorsque l'email d'offre est arrivé dans ma boîte de réception, je me suis tenu au milieu de mon studio exigu et je l'ai simplement regardé. La fille qui avait entassé sa vie dans une chambre de motel le jour de son anniversaire était maintenant recrutée pour travailler dans une entreprise de logiciels à Seattle. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé mes parents. Je me suis simplement murmuré, vous m'avez chassé pour faire de la place à Ava et à son avenir. Vous vouliez vraiment que je parte. Tout ce que vous avez réellement fait, c'est me donner l'espace pour créer le mien. Quand j'ai commencé dans l'entreprise en tant que développeuse junior, j'avais l'impression d'être une imposture dans ma propre vie. Le bureau était dans un immeuble du centre-ville de Seattle, avec des murs entièrement vitrés et du café froid à volonté, le genre d'endroit que je croyais n'existait que dans les films. Pendant les premiers mois, je m'attendais à ce que quelqu'un s'approche, me tape sur l'épaule, et me dise qu'ils avaient fait une erreur, que ma place était à l'épicerie à demander aux clients s'ils préféraient des sacs en papier ou en plastique. Au lieu de cela, j'ai continué à venir. J'ai posé des questions stupides. Je suis resté tard pour corriger des bugs. J'ai observé comment les développeurs seniors abordaient les problèmes et j'ai adopté leur méthode. Je prenais des notes sur tout. Rachel ne m'a jamais traité comme un cas de charité. Elle m'a confié de vraies tâches et m'a donné de vrais retours, parfois assez durs pour blesser, mais toujours suivis de « tu peux faire mieux que ça », et je le sais. Mon code s'est progressivement moins cassé, et ma confiance s'est davantage affirmée aux bons endroits. Près de 2 ans ont passé. J'ai progressé de junior à intermédiaire. J'ai reçu ma première augmentation, puis une autre. Pour la première fois, mon compte en banque n'était plus en situation d'urgence. Je suis resté dans ce petit studio plus longtemps que nécessaire, en partie parce que j'avais peur que la chance ne tourne,
et en partie parce que j'étais habitué à m'entasser dans des espaces restreints. Cependant, un jour, mon avis de renouvellement de bail est arrivé avec une augmentation de loyer qui m'a fait écarquiller les yeux. Je me suis assise à ma petite table, une feuille de calcul ouverte, notant mes revenus et mes dépenses, et quelque chose de fou a commencé à germer à la lisière de ma conscience. Et si, au lieu de payer plus pour cette boîte à chaussures, j'investissais l'argent dans quelque chose que je possédais vraiment? L'idée d'avoir quelque chose de plus grand qu'un canapé d'occasion était absurde. Pourtant, je ne pouvais pas m'en défaire. J'ai commencé à écouter des podcasts sur les finances personnelles pendant mes trajets. J'ai compris ce qu'était une cote de crédit, et à quoi ressemblait un acompte en chiffres plutôt qu'en vague langage d'adulte. J'ai fouillé mes comptes en ligne et j'ai remarqué quelque chose de ridicule. Entre mon salaire, quelques missions en freelance sur le côté, et le fait que j'avais eu trop peur de dépenser pendant des années, j'avais économisé de l'argent. Pas l'argent des gens riches, mais assez pour entamer une discussion sérieuse. J'ai parlé à un conseiller en prêt qui m'a expliqué les options de financement, la préapprobation et les taux d'intérêt. J'avais l'impression qu'il parlait une autre langue, mais j'ai continué à poser des questions jusqu'à ce que les chiffres aient un sens. Vous êtes dans une bien meilleure situation que la plupart des gens de votre âge, a-t-il déclaré. Je me suis souvenu de mes parents me disant que j'étais un fardeau, et que je ne grandirais jamais à moins qu'ils ne me poussent dehors. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais une partie de moi voulait encadrer cet email et l'afficher sur leur ancienne porte d'entrée. J'ai passé des week-ends à visiter différents quartiers. Certains étaient complètement hors de ma portée, avec des familles parfaites et artificielles dans les brochures. D'autres étaient délabrés et sombres, me rappelant trop d'où j'étais parti. Puis je suis entré dans une petite maison de ville de 4 étages à Ballard, qui n'était pas assez glamour pour une couverture de magazine, mais qui était solide. Des lignes épurées, une petite pelouse, et un modeste balcon attenant à la chambre principale. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres du salon, capturant juste ce qu'il fallait de grains de poussière dans l'air, comme des paillettes. La cuisine était ouverte, avec suffisamment de comptoirs pour préparer de vrais plats, plutôt que de simplement réchauffer au micro-ondes ce qui était en promotion. À l'étage, il y avait une pièce supplémentaire qui pourrait servir de bureau, de chambre d'amis, ou peut-être d'un endroit où je pourrais créer quelque chose de complètement nouveau. Je suis resté là, à écouter le silence, et pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison de mes parents, j'ai ressenti ce que pourrait être un foyer quand il n'appartient pas à quelqu'un qui peut vous mettre dehors à tout moment. J'ai fait une offre. Les négociations ressemblaient à un jeu auquel je n'étais pas préparé, mais mon agent m'a guidé. Quand j'ai reçu l'appel m'annonçant que mon offre avait été acceptée, j'étais assise à mon bureau au travail, fixant un rapport de bug. J'ai dû aller dans la cage d'escalier pour reprendre mon souffle. La fille qui avait autrefois rassemblé des pièces pour payer un lit de motel était sur le point de signer des documents, mettant son nom sur un acte de propriété. Le jour de la signature, je me suis assise dans un bureau sans âme, signant pile après pile de paperasse. Chaque fois que le stylo touchait la page, je me souvenais d'une nouvelle version de moi-même, l'enfant qui cachait des sushis de l'épicerie dans sa chambre, la caissière aux pieds douloureux, la jeune femme couvrant ses affaires de couverture sur la pelouse pendant que sa famille observait. Chaque signature semblait tracer une ligne qui me séparait du passé. Quand ce fut terminé, la femme en face de moi a rangé le dernier document et a dit « Félicitations, propriétaire ». Entrer dans la maison de ville avec mes propres clés semblait irréel. Il n'y avait pas encore de meubles, seulement des pièces vides qui résonnaient et des murs nus qui sentaient la peinture fraîche et les possibilités. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le sol du salon avec un seul oreiller et une couverture, regardant le plafond, écoutant le bourdonnement de la ville à l'extérieur et le silence profond à l'intérieur. Personne ne pouvait entrer et me dire que je prenais trop de place. Personne ne pouvait décider que ma chambre était nécessaire pour quelqu'un d'autre. Cet endroit portait mon nom. Au cours des mois suivants, j'ai bâti une vie entre ces murs. J'ai acheté un canapé qui ne venait pas du trottoir. J'ai installé un bon poste de travail avec un vrai moniteur dans la pièce supplémentaire et je l'ai baptisé mon bureau. J'ai invité quelques collègues, j'ai cuisiné pour eux, nous avons ri trop fort, et personne ne s'est plaint du bruit. Les nuits claires, je me tenais sur le petit balcon avec une tasse de thé, regardant le quartier et réfléchissant au chemin parcouru depuis ce motel de campagne jusqu'ici. J'ai commencé à publier des bribes de mon expérience en ligne, non pas pour me plaindre de mes parents, mais pour parler du fait d'être mis à la porte, de toucher le fond, et de se battre pour remonter. Les gens ont commencé à répondre. Des inconnus m'ont envoyé des messages, disant qu'ils se sentaient compris, que leur famille les avait chassés de différentes manières.
Pour la première fois, ma douleur semblait utile à quelqu'un d'autre que moi. Je pensais que l'histoire se terminerait là. J'ai été mise à la porte le jour de mon anniversaire, je me suis battue, et j'ai acheté une maison. C'était un bel arc narratif, mais la vie n'est pas un film. Et apparemment, mes parents n'aimaient pas être laissés en dehors du final. Un dimanche après-midi tranquille, je déchargeais des courses en chantonnant quand ma sonnette a retenti. Je n'y ai pas prêté attention. Peut-être un colis ou un voisin. Je me suis essuyé les mains sur une serviette, je me suis dirigé vers la porte d'entrée, et j'ai vérifié l'écran de la caméra par habitude. Quand j'ai vu qui se tenait sur mon porche, mon estomac est tombé. Ma mère, mon père, et ma sœur. Tous les trois, debout à l'entrée de la maison que j'avais construite sans eux. Un instant, j'ai cru que la caméra fonctionnait mal. Non, c'était bien eux. Ma mère devant, avec des cheveux plus gris et plus de maquillage. Mon père, affaissé derrière elle, tandis qu'Ava Morgan se tenait sur le côté, tenant son téléphone. J'aurais pu faire comme si je n'étais pas à la maison, mais j'en avais assez de me cacher dans des endroits que je payais. J'ai ouvert la porte. Ma mère m'a examiné avant de me dépasser pour entrer dans la maison. Claire Morgan. Tu as l'air différente, a-t-elle commenté, son regard balayant déjà mes meubles. Qu'est-ce que vous faites ici, ai-je demandé. Mon père a tenté une voix douce. Pouvons-nous entrer une minute? C'est important. Contre mon meilleur jugement, j'ai reculé. Ils sont entrés comme s'ils possédaient l'air. Ma mère a passé ses doigts sur le canapé. C'est joli. Bien plus joli que la petite maison que tu avais avant. Ava a regardé autour d'elle, impressionnée malgré elle. Mince, Nat, tu t'es vraiment dégoté une maison entière. Je suis resté près de l'îlot de cuisine. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je demandé à nouveau. Mon père a soupiré. Les choses ont été difficiles. J'ai perdu mon travail. Notre prêt hypothécaire nous tue. Nous pourrions perdre notre maison. Ma mère a coupé court. La banque se fiche de depuis combien de temps nous y sommes. Ils ne veulent que de l'argent. Nous avons entendu dire que tu avais acheté une propriété. Ça change tout. J'ai ressenti un éclair de pitié, mais il s'est vite estompé. Je suis désolé que les choses soient difficiles, ai-je dit. Mais en quoi cela concerne-t-il ma maison? Ma mère m'a lancé un regard qui suggérait que j'étais stupide. C'est plus que ta maison, a-t-elle expliqué. C'est un bien familial. La phrase a atterri comme une pierre. Pardon, ai-je répondu. Elle a fait un geste vers les murs. Nous t'avons élevé. Un toit, de la nourriture, des vêtements. Nous t'avons encouragé à être indépendante. Si nous ne t'avions pas forcé à partir, tu serais encore coincé dans ce petit boulot sans avenir. Notre amour féroce a façonné qui tu es. Alors, évidemment. Ce que tu as aujourd'hui devrait profiter à toute la famille. Mon père a hoché la tête. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous avons juste besoin de rester ici un moment. Ta mère et moi pourrions prendre une chambre, et Ava une autre. Tu as toujours ce bureau. N'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'une pièce entière juste pour un poste de travail. Peut-être même que nous mettrons nos noms sur les papiers pour que la banque reconnaisse que c'est partagé. C'est bénéfique pour tout le monde. J'ai failli rire. Vous m'avez mise à la porte parce que vous disiez qu'il n'y avait pas de place, leur ai-je rappelé. Vous aviez besoin de ma chambre pour les cours en ligne d'Ava. Maintenant, ma maison est la solution à tous vos problèmes. Ma mère a agité la main. Nous l'avons fait pour toi, a-t-elle lancé. Si nous ne t'avions pas poussé, tu ne serais pas parti. Tu devrais être reconnaissante. Notre investissement porte ses fruits. Un bien familial. Ava a renchéri. Maman avait raison. Tu as atteint un niveau supérieur. Tous mes amis ont déménagé il y a des années. Tu as des chambres d'amis. Pourquoi agis-tu de manière si égoïste? C'était le mot de toujours. Je ne suis pas égoïste en vivant dans la maison pour laquelle j'ai travaillé et payé. Vous n'avez rien co-signé. Vous n'êtes pas sur l'acte de propriété. C'est à moi. Les yeux de ma mère sont devenus durs. Tu n'aurais pas ce travail sans nous. Nous avons fait des sacrifices. Nous avons lutté. Nous t'avons poussé. Tu nous dois bien une signature pour que tes parents ne se retrouvent pas à la rue.
préférerais-tu nous voir sans abri pendant que tu restes ici toute seule? La culpabilité fonctionnait sur moi avant. Maintenant, elle ne faisait que m'épuiser. Vous avez fait votre choix, ai-je dit. J'ai fait le mien. Je ne mettrai pas en péril ma maison ou mon avenir pour prétendre que c'est un projet commun. Ava a ricané. L'argent a vraiment un impact sur ta vie. J'ai secoué la tête. Être traité comme un déchet le jour de mon anniversaire m'a changé. L'argent signifie seulement que vous ne pouvez plus le refaire. La voix de ma mère a baissé. Si tu ne nous aides pas, nous engagerons des poursuites judiciaires. Nous sommes tes parents. Nous avons des droits. N'importe quel juge verra cela comme un bien familial que tu accumules. Pendant un bref instant, la vieille terreur est revenue. Puis je me suis souvenu de quel nom figurait sur chaque page importante. Contactez l'avocat que vous voulez, ai-je dit. Vous n'emménagez pas. Vous n'avez pas le droit de toucher à ma résidence, et vous devez partir immédiatement. Mon père a tenté une dernière fois. Claire, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. C'est vous qui l'avez fait, ai-je répondu. J'ai ouvert la porte en grand. Une lumière froide a inondé la pièce. La dernière fois, c'est vous qui m'avez dit de partir. Cette fois, c'est moi qui vous demande de le faire. Ma mère a eu un rire sec et est passée devant moi. Mon père a suivi, regardant le sol. Ava est passée et a dit, tu vas regretter ça. J'ai fermé la porte et j'ai tourné la clé. Mes mains tremblaient. Pourtant, derrière l'adrénaline, il y avait un calme constant. Ils étaient entrés dans ma maison, convaincus que les mots « bien familial » suffiraient à me terrifier et à me faire renoncer à tout ce que j'avais accompli. Ils pensaient encore que j'étais la fille dont la vie tenait dans des cartons sur leur pelouse. Ils n'avaient aucune idée que cette fois, ce n'était pas moi qui devais avoir peur. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis resté là, le dos contre elle, respirant fort, et entendant leurs menaces résonner dans mon cerveau comme une horrible publicité, poursuites judiciaires, biens familiaux, et droits parentaux. L'ancienne moi aurait paniqué, cherchant des lois sur Google à 2h30 du matin et imaginant les pires scénarios. La version de moi-même qui avait signé un prêt hypothécaire et débogué du code à 2h du matin savait qu'il ne fallait pas laisser la panique être la seule stratégie. Alors, j'ai fait ce que je fais habituellement quand je me sens dépassé, j'ai appelé quelqu'un qui savait exactement de quoi il parlait. Dans ce cas, ce quelqu'un était Daniel Cruz, une personne que j'avais rencontrée des années auparavant par un ami d'amis, qui était passé de barman à la faculté de droit alors que je passais de caissière à développeuse. Nous nous étions retrouvés à Seattle quand j'avais découvert qu'il pratiquait le droit civil et aidait sur des problèmes de locataires et financiers. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous nous faisions assez confiance pour échanger des histoires de guerre sur des propriétaires et des employeurs peu scrupuleux. Je lui ai envoyé un texto, « Salut, je crois que mes parents vont faire quelque chose de fou avec ma maison. Tu as le temps de parler ?» Il m'a appelé moins de 40 minutes plus tard. Je lui ai tout raconté, du jour où j'ai été mise à la porte pour mon anniversaire à la visite dans mon salon, et ma mère prononçant les mots « bien familial » comme une bombe. Quand j'ai fini, j'ai entendu un long silence à l'autre bout du fil. « D'accord » a-t-il finalement dit. « Avant tout, respire. Ils ne sont pas sur ton acte de propriété, c'est ça ? » ?»« C'est ça, ai-je dit. J'ai acheté cette maison des années après qu'ils m'ont expulsé. Ils n'ont aidé en rien. Elle est uniquement à mon nom. Alors techniquement, ils n'ont aucune revendication de propriété, juste parce qu'ils partagent le même ADN, a-t-il déclaré. Ils peuvent argumenter toute la journée sur ce qui est juste ou familial, mais au tribunal, les papiers l'emportent sur la culpabilisation. J'ai senti un petit nœud de stress se détendre dans ma poitrine. Donc, ils ne peuvent pas vraiment me forcer à leur donner quoi que ce soit. Aucun juge ne transformera instantanément ta propriété privée en un bien familial partagé juste parce que ta mère pense qu'elle mérite une part, a-t-il ajouté. Mais il y a autre chose que nous devrions examiner. Tu as mentionné que pendant que tu vivais là-bas, tu les aidais avec la paperasse et les factures, c'est bien ça ? Oui, ai-je répondu lentement. J'étais la seule personne capable de naviguer sur des formulaires en ligne sans crier sur l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que les personnes qui se sentent en droit de réclamer ta maison des années plus tard sont souvent les mêmes qui se sentaient en droit d'utiliser tes connaissances à l'époque, a-t-il dit. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je veux que tu récupères ton rapport de crédit complet. Pas la version mignonne de l'application gratuite, mais le vrai.
Nous devons nous assurer qu'ils ne t'ont pas déjà utilisé pour se soutenir financièrement. L'idée m'a retourné l'estomac. Je me souviens m'être assise à leur table de cuisine des années auparavant, remplissant des lignes sur des demandes de cartes de crédit alors que ma mère me pressait, disant « Signe juste ici. C'est pour la famille. » J'étais trop épuisée et confiante pour poser des questions. Je vois maintenant ces souvenirs sous un jour différent. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau, dans le bureau qu'ils voulaient réclamer, j'ai accédé aux 3 principales agences de crédit, et j'ai demandé mes rapports. Quand ils se sont finalement chargés, j'ai eu l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Il y avait des comptes que je reconnaissais, ma dette étudiante pour les 2 semestres d'université que j'avais fait avant d'abandonner, ma propre carte de crédit, le prêt auto de ma voiture. Et puis il y avait des comptes que je n'avais jamais vus, des cartes de magasins que je n'avais jamais utilisées, une ligne de crédit créée l'année où j'ai été mise à la porte, quelques petits prêts personnels à mon nom liés à une adresse que je partageais autrefois avec mes parents. Ma poitrine est devenue glaciale. J'ai rappelé Daniel et lui ai expliqué ce que je voyais. Ça, a-t-il dit doucement, c'est de l'usurpation d'identité. Au mieux, un usage illégal, et au pire, une fraude flagrante. Et si tes parents les ont ouverts à ton nom sans ta connaissance ou ton consentement, nous devrons faire plus qu'envoyer un email sévère. Au cours des semaines suivantes, ma vie est devenue un étrange mélange de routine et d'irréel. Le jour, j'allais au travail, je produisais du code, j'assistais à des réunions sur les feuilles de route des produits, et je plaisantais avec des collègues dans la cuisine. La nuit, je m'asseyais à ma table de salle à manger avec Daniel en haut-parleur, rassemblant des documents, soulignant des dates, vérifiant des adresses. Et reconstituant la piste papier de la façon dont mes parents avaient discrètement transformé mon nom en filet de sécurité tout en me traitant de fardeau en face. Daniel Cruz m'a aidé à déposer des contestations officielles auprès des agences de crédit pour les comptes que je n'avais pas créés. Nous avons contacté les banques et les prêteurs, rédigé des lettres notariées, et fourni des déclarations sous serment indiquant que j'avais été mise à la porte et que je n'avais aucune connaissance de ces obligations. Certaines institutions se sont montrées coopératives. D'autres m'ont traité comme si j'étais celle qui commettait une fraude. Chaque fois qu'un représentant du service client remettait en question mon histoire, j'envisageais d'appeler mes parents et de leur crier dessus. Au lieu de cela, je me suis rappelé que je ne nettoierais pas leur désordre pour eux. Je lavais mon nom pour moi-même. En même temps, Daniel a demandé une ordonnance restrictive basée sur les menaces de mes parents et leur historique d'expulsion. Nous avons fourni des captures d'écran de SMS que ma mère a envoyées après la visite, des messages comme « Tu regretteras d'avoir choisi une maison plutôt que ta famille » et « Nous ferons en sorte que tout le monde sache à quel point tu es sans cœur ». Il les prenait pour de la culpabilisation. Le tribunal les a vus comme du harcèlement. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout » m'a demandé Daniel un soir. Une fois que nous déposons la plainte, ça devient officiel. Ce n'est plus juste une dispute familiale. Je me suis souvenu de la fille qui se tenait sur la pelouse, sa vie dans des cartons, pendant que sa propre mère lui ordonnait de se débrouiller. Je les ai imaginés entrant dans ma maison comme s'ils y avaient droit, et me demandant de leur céder le contrôle sans ciller. Oui, ai-je répondu. Je suis sûr. Ils n'ont pas hésité quand ils m'ont mise à la porte. J'ai fini d'hésiter quand il s'agit de me défendre. Le tribunal a d'abord émis une injonction provisoire, empêchant mes parents de se rendre à mon domicile ou à mon travail en attendant l'audience complète. Quand les papiers ont été signifiés, mon téléphone a explosé. Ma mère a appelé et a laissé des messages vocaux criant à la trahison et à la honte. Mon père a écrit de longs messages expliquant comment tout cela pouvait être géré discrètement. Ava a envoyé un seul message, « Tu as vraiment mêlé la justice à cette situation tragique. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai tout envoyé à Daniel. Il l'a ajouté au dossier, et doucement, une autre pièce s'est déplacée sur l'échiquier. Certains des comptes contestés ont déclenché des enquêtes internes chez les prêteurs. L'un d'eux a détecté des tendances suspectes et a transmis le dossier à une agence gouvernementale. Un autre, lié à un faux prêt pour rénovation domiciliaire contracté juste avant l'effondrement financier de mes parents, a transmis les informations à l'IRS car les dossiers de revenus ne correspondaient pas, c'est là que ça pourrait te dépasser, m'a prévenu Daniel. S'ils ont fraudé le fisc ou utilisé ton nom pour obtenir plus de crédit, l'IRS ne va pas simplement hausser les épaules et partir. Une partie de moi se sentait nauséeuse. C'était toujours mes parents, peu importe à quel point ils étaient tordus. La perspective qu'ils fassent face à une enquête me retournait l'estomac. Mais une autre partie de moi,
celles qui s'étaient tenues dans un motel de campagne à compter de l'argent froissé alors que leurs identités restaient propres, y voyaient une forme de justice. Plusieurs mois ont passé. Il y a eu des formulaires, des audiences, et plus d'appels que je ne peux en compter. Puis l'ordonnance restrictive a été rendue permanente. Ils ont soutenu au tribunal que je surréagissais, que les jeunes d'aujourd'hui qualifiaient tout d'abus, et qu'ils avaient seulement essayé de m'apprendre la responsabilité. Cependant, interrogés sous serment et avec des documents, leur histoire s'est effondrée. Ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi ils avaient ouvert des prêts basés sur mon numéro de sécurité sociale. Ils ne pouvaient pas expliquer les messages qui sonnaient comme des menaces. Ils ne pouvaient pas transformer l'idée de mettre leur enfant à la porte le jour de son anniversaire en un sacrifice héroïque. Le juge a accordé l'injonction, notant un historique de manipulation émotionnelle et d'abus financiers. Mes parents ont quitté la salle d'audience en paraissant plus petits que je ne les avais jamais vus. Ce n'était que le premier round. Le deuxième a commencé après que l'IRS a terminé son travail silencieux en coulisses. J'ai été convoqué comme témoin, pas comme suspect, pour expliquer ce que je savais et ne savais pas sur les prêts et les comptes. J'ai répondu honnêtement. J'avais signé des papiers que je ne comprenais pas sous la contrainte. J'avais fait confiance qu'ils ne m'utiliseraient pas. J'avais été exclu de la maison et des finances dès que j'avais cessé d'être pratique. En sortant du bâtiment fédéral, j'ai eu l'impression d'avoir ouvert une fenêtre qui avait été scellée par de la peinture pendant des années. Des lettres ont finalement commencé à arriver à l'adresse de mes parents, leur nouveau logement en location. Des avis, des demandes, et des enquêtes pour des impôts impayés, des revenus non déclarés, et des demandes frauduleuses. Leur ancienne maison, celle dont ils m'avaient chassé pour faire de la place à ma sœur, a été saisie et vendue pour régler une partie de leurs dettes. L'ironie ne m'a pas échappé. La maison qui avait servi de forteresse et de symbole de suprématie était maintenant partie à cause de leurs propres décisions. Sans cette maison, sans crédit solide, et sans la carrière stable que mon père avait perdue, leurs options se sont rapidement réduites. Ils ont emménagé dans un modeste appartement en périphérie de la ville, puis dans quelque chose d'encore plus petit quand les factures ont continué d'arriver. Ma mère est passée de vantardise sur Facebook sur sa belle famille à des diatribes vagues sur des enfants ingrats et des institutions corrompues, pointues mais jamais assez détaillées pour admettre ce qui s'était réellement passé. Mon père a pris des petits boulots, faisant tout ce qu'il pouvait, sa fierté entièrement dévorée. Ava, qui se moquait de moi parce que je travaillais dans une épicerie, a fini par plier des vêtements pour une chaîne de vente au détail le jour et faire des livraisons la nuit, hurlant à quel point le monde était injuste. Je savais tout cela non pas parce que je les suivais, mais parce que d'autres m'envoyaient des captures d'écran avec la question « Est-ce que ça parle de toi ?» Je n'ai jamais répondu publiquement. Au lieu de cela, j'ai raconté ma version de l'histoire d'une manière qui ne les identifiait pas, mais ne cachait pas ce qui s'était passé. J'ai parlé des parents qui utilisent la culpabilité à leur avantage, et des familles qui croient avoir droit à la réussite de leurs enfants adultes sans jamais accepter la responsabilité de la douleur qu'elles ont infligée. J'ai parlé d'être mise à la porte le jour de mon anniversaire, de séjourner dans un motel, et d'apprendre à différencier l'amour de la dévotion envers des personnes qui m'ont maltraité à plusieurs reprises. Plus je partageais, plus j'apprenais des autres qui avaient vécu des variations du même scénario. Il s'est avéré que je n'étais pas spécial, et cela semblait étonnamment apaisant. Un soir, quelques mois après que tout ait été officiellement réglé, j'étais assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert quand un autre email d'un prêteur est arrivé. « Nous avons conclu notre enquête », disait-il. « Nous avons déterminé que vous n'êtes pas responsable des dettes en question. Ces comptes seront effacés de votre dossier de crédit. » J'ai fixé les mots un moment. Mon nom, qu'ils avaient signé sur des papiers comme s'il leur appartenait, était maintenant lavé. Ma maison était en sécurité. Mon avenir était à moi. Je me suis souvenu de ma mère, debout dans cette cuisine, déclarant que c'était un bien familial. D'une certaine manière, elle avait raison, mais pas de la façon dont elle l'entendait. Leur parcours s'est terminé par des salles d'audience, des avis de recouvrement, de petits appartements et des modes de vie réduits. Le mien ne faisait que commencer. Pour la première fois, la balance semblait équilibrée. Ils m'avaient chassé, avaient profité de moi, et avaient tenté de s'emparer de tout ce que j'avais construit. Finalement, tout ce qu'ils ont fait, c'est me donner l'espace et la détermination nécessaires pour créer une vie hors de leur portée. Dans le silence qui a suivi les lettres des avocats et les salles d'audience, j'ai commencé à remarquer quelque chose de troublant. Gagner ne compense pas ce que vous avez perdu. Il n'y a pas eu de moment où mes parents ont soudainement compris. Il n'y a pas eu d'excuses sincères,
ni de réconciliation nette. Ils ont continué à dire à quiconque voulait bien les écouter que j'avais ruiné leur vie en plaçant une maison au-dessus de mon propre sang. J'ai réfléchi à cette accusation, me demandant s'il existait une version de l'histoire où j'aurais pu les aider sans me nuire. Mais chaque fois que je passais ma propre porte, que je laissais tomber mes clés dans le bol près du seuil, et que je sentais le poids solide de ma propre sécurité, je connaissais la réponse. Ils avaient passé des années à me persuader que l'amour incluait de se sacrifier pour leur confort. Les couper de ma vie a été la première leçon que je me suis créée. Ma vie a commencé à se remplir de différents types de personnes. Des collègues qui prenaient de mes nouvelles quand j'avais l'air épuisé. Des voisins qui offraient des biscuits alors que je déneigeais leur côté du trottoir. Des amis qui dormaient sur mon canapé, non pas parce qu'ils avaient été mis à la porte, mais parce que nous avions ri trop tard pour rentrer chez nous. Les mercredis soirs, j'accueillais un petit groupe à ma table de salle à manger, un cercle hétéroclite de personnes, chacune avec sa propre histoire d'une famille qui blessait plus qu'elle n'aidait. Nous ne nous asseyions pas pour critiquer nos parents. Nous comparions nos notes sur les limites. Nous parlions de thérapie, de compte d'épargne. Et du premier moment où chacun de nous a réalisé qu'il pouvait dire non sans présenter une longue liste de raisons. Ma maison est devenue précisément ce que mes parents avaient dit. Ce n'était pas un bien familial, mais un lieu sur où les gens pouvaient atterrir, se reposer, puis se relancer selon leurs propres termes. Parfois, tard dans la nuit, je me tenais à l'entrée de la chambre supplémentaire qu'ils avaient désirée pour eux-mêmes et je la regardais simplement, le lit parfaitement fait, la bibliothèque, et le bureau où j'écrivais parfois. Je pouvais presque voir deux chronologies superposées. Dans l'une, mes parents claquaient les portes et criaient sur tout ce que j'avais fait de mal, transformant ma maison en un autre endroit où je devais marcher sur la pointe des pieds. Dans celle que j'ai choisie, cette pièce restait disponible pour la version de moi-même qui en avait le plus besoin, ainsi que pour toute autre personne cherchant la confirmation qu'un nouveau départ était possible. Je ne prétendrai pas qu'il est simple de se faire passer avant sa famille. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Il y a encore des vacances où regarder des photos de grandes familles heureuses assises à de longues tables me pince le cœur. Mais j'ai appris quelque chose de précieux. Le sang n'est pas une excuse pour vous blesser à plusieurs reprises. Être parent ne donne pas automatiquement à quelqu'un accès à votre temps, votre argent ou votre maison. L'amour sans respect n'est que du contrôle, enrobé de mots plus gentils. Mes parents me disaient qu'un jour je les remercierais de m'avoir mis à la porte. Je ne les remercie pas pour leur brutalité ni pour leurs mensonges, mais je leur concéderai ceci, le jour où ils m'ont mis à la porte pour mon anniversaire a marqué la fin de leur histoire, et le début de la mienne. Si vous écoutez ceci et que vous voyez des aspects de votre vie dans la mienne, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas ingrat, ni seul. Vous avez le droit de vous protéger. Vous êtes libre de créer une vie dans laquelle les personnes qui vous ont fait du mal ne sont pas autorisées à participer. Ils ont essayé de m'assurer que la maison était un bien familial. Ils avaient raison sur une chose. C'est une question de famille, mais de ma vraie famille.